Bonjour, déjà bonjour à tous, merci d'être venus. Donc nous allons parler de l'influence en B2B. L'influence est très connue dans le B2C. Le mot influence est pas mal galvaudé. Donc on va un petit peu parler de ça en matière de B2B, qui n'est pas si différent du B2C, mais qui a des enjeux différents et des influenceurs également différents. Donc moi je suis Delphine. J'ai commencé dans l'événement, je suis passée en 2008 dans les communautés en ligne et un petit peu de fait parce que je gérais une communauté pour la maison de cognac Courvoisier française à Londres où j'ai passé 20 ans. Et j'avais une communauté de 1000 innovateurs et c'était important d'avoir des relais parce que sinon ça me donnait énormément de travail. Donc je fais du marketing depuis 25 ans. Et à partir de 2008, j'ai commencé à me spécialiser dans l'influence, B2B, B2C. De 2014 à 2018, j'ai travaillé pour une technologie de marketing d'influence où on a aidé à définir la catégorie et vraiment à éduquer nos audiences sur comment pratiquer l'influence. Donc j'avais beaucoup de chance parce que j'avais dirigé cette communauté pendant 4 ans. Donc en fait, j'avais fait tout ça sans outils, à la main, sur des fichiers Excel. Et c'était beaucoup de travail. Donc, je suis revenue en France en 2018 et je travaille aujourd'hui. J'ai travaillé autant avec l'OMS que des PME, des startups dans l'influence. Donc, je vais essayer de partager aujourd'hui ce que j'en sais. Déjà, parmi vous, qui a une image positive de l'influence? Ah, vous me faites plaisir. OK. Qui déjà expérimente ou a déjà développé un programme d'influence? Ok, donc quand même quelques-uns. Donc on va parler déjà, il y a un rapport d'Ogilvy qui est sorti en septembre 2023. C'est un des premiers rapports autour de l'influence en B2B international. Et ce qu'on voit, c'est que 75% des 550 personnes interrogées autour du monde utilisent déjà le marketing d'influence dans le B2B. Et ce qui est très intéressant, c'est que 93% d'entre eux prévoient d'accroître l'investissement, montrant que c'est un véritable levier de croissance et que ça apporte des résultats et un impact sur vos marketing KPIs. 67% déclarent que leur marketing, leur programme, leur campagne avec les influenceurs marche mieux que leur marketing sans. Et enfin, 77% s'attendent à ce qu'ils surpassent les autres leviers d'ici peu. L'impact client aujourd'hui du marketing d'influence, 40% des répondants affirment que ça booste leur vente, que ça génère de meilleurs leads et que ça permet d'accroître leurs revenus. Donc ça, c'est un des tableaux d'Ogilvy, justement, qui montre qu'en fait, au départ, l'influence, on a vraiment mis à profit l'influence pour travailler le haut du funnel. Donc tout ce qui était vraiment visibilité, reconnaissance de marque, etc. Et ce qu'on voit avec cette étude, on le savait déjà, mais en tout cas, elle conforte dans l'idée qu'il y a de vraies ventes au bout, même dans le B2B. Donc ça, c'est un petit peu, c'est pas une des premières études qui l'affirme, mais ça commence à s'imposer, on va dire. L'influence, c'est pas nouveau. Un monsieur qui s'appelle Philip Sheldrake, en 2011, a écrit un bouquin qui s'appelle The Business of Influence. Et l'idée, c'est que quand on fait du marketing, la réalité, c'est qu'on est dans l'influence. Parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'influencer son marché. Et donc, en gros, il a dit quelque chose, je n'ai pas traduit parce que ça ne se traduisait pas vraiment en français, mais en gros, il disait « If you're in business, you're in the business of influence ». On a aussi quelqu'un que vous connaissez tous, Monsieur Bezos, qui en 2012 a dit « Votre marque aujourd'hui, elle est plus ce que vous dites qu'elle est. Elle est ce que les gens en disent ». Et c'était le tout début des médias sociaux qui vraiment commençaient à pénétrer, on va dire, les marques et les entreprises. Et en gros, la réalité, c'est que c'est ça. C'est que vous pouvez dire que vous êtes ci ou que vous êtes mi. Si moi, je vous dis ma technologie avec laquelle je travaillais, Tracker, c'est bien,
vous me croyez, mais enfin, je suis quand même payé par tracker. Par contre, s'il y a quelqu'un en qui vous avez confiance ou un client qui dit cette technologie, elle est super, ça n'a pas du tout le même impact. Et donc, en réalité, c'est ça le marketing d'influence. Donc moi, j'avais développé pour Tracker et puis je l'ai amélioré une espèce de, on va dire, de définition qui est vraiment qu'en fait l'influence, ça rassemble toutes les pratiques au sein de l'entreprise, parce que la réalité, c'est que qu'on le fasse de façon décidée ou qu'on ne pense pas faire de l'influence, en réalité, on fait de l'influence dans n'importe quelle marque. Il y a des poches d'activités d'influence tout autour de l'organisation. Et vraiment, le marketing d'influence vise à rassembler tout ce marketing qui est à la base, moi, quand j'ai commencé, ça s'appelait le marketing relationnel. Donc, qui est vraiment cette idée de développer des relations. Et vous aviez des services dans l'entreprise qui déjà travaillaient sur la relation, bien sûr votre vente, bien sûr votre service client, bien sûr vos relations publiques. Alors que nous, les marketeurs, on était un petit peu plus tôt dans un truc, on décide de notre message et on le diffuse sur les canaux. Mais la marque contrôlait complètement le message. Et c'est vraiment ce qui a changé, ce qu'on voit avec Jeff Bezos tout à l'heure. Donc c'est vraiment cette discipline qui permet d'approcher de façon plus stratégique le développement de ces relations. En B2B, l'influence a de nombreuses facettes. Et donc ça, c'est toujours de ce rapport Ogilvy qui détaille un petit peu les types d'influenceurs B2B. On a les leaders d'opinion, on a les experts, on a nos clients, on a nos prospects, on a nos employés également, qui des fois ont développé eux-mêmes de l'influence. Et donc, on a tout ce spectre d'acteurs autour de nous qui impactent notre entreprise, qu'on le veuille ou non, parce que la réalité, c'est que les conversations, elles ont lieu. Donc, comment on peut faire pour activer tout ça? Alors déjà, en quoi le marketing d'influence en B2B est un petit peu différent? Donc ça, c'est une étude Top Rank qui est née d'un gros rapport que j'ai fait avec Brian Solis en 2016 qui s'appelait Influence 2.0, le futur du marketing d'influence, et où j'ai demandé à Brian, où je voulais vraiment qu'on élève cette conversation autour de l'influence qui était très galvaudée avec les youtubeurs et un peu on est des panneaux d'affichage. Attention, les influenceurs ne sont pas des panneaux d'affichage. Et ce qu'on voit en B2B, c'est que la transaction, elle arrive en dessus, bien entendu, parce que certains influenceurs B2B veulent des clients et ont besoin de manger, et d'autant plus quand ils travaillent avec vous et qui créent pour vous des choses. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que quand même, l'aspect transactionnel n'est pas vraiment majoritaire. Donc en fait, en B2B, il est moins transactionnel. Il doit absolument être stratégique. En B2C, vous vous foirez un petit peu avec un influenceur, il y en a plein d'autres. En B2B, et puis votre influenceur B2C, peut-être aujourd'hui, il parle de maquillage, et puis peut-être demain, il va parler de restauration. En B2B, en général, ce sont des spécialistes, ce sont des experts dans le domaine, donc dans 5 ans, dans 10 ans, ils seront toujours là. Donc il ne faut pas vraiment se planter quand on les approche, et il faut les approcher de la bonne manière. Et c'est ça, un petit peu, l'art de l'influence, parce que la réalité, c'est que c'est un mix d'art et de science. C'est un investissement. L'influence n'est pas une campagne publicitaire. Ça ne s'arrête pas parce qu'on n'a plus de budget et qu'on ne peut plus. Donc il faut l'envisager à moyen et long terme. Il est fondé sur la relation et il est basé sur la confiance. Et il est basé sur la confiance parce qu'il doit y avoir une relation mutuelle. Il y a Minter Dial qui a coined un petit peu ce « what's in it for me ». Qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Et quand on travaille l'influence, il faut vraiment penser à qu'est-ce qu'on offre à la personne en face. Et comme vous l'avez vu précédemment, le paiement n'est pas forcément la raison. L'influenceur B2B, il est assez différent du B2C par le fait qu'il est reconnu par ses pairs, par le fait qu'il occupe souvent un emploi, il a son activité, donc il n'a pas vraiment besoin de marque nécessairement pour manger. Il a une connaissance approfondie de son secteur et il a une audience beaucoup plus niche en général, mais beaucoup plus spécialisée, et donc
intéressante pour votre marque si sa communauté, c'est aussi votre cible. Les enjeux auxquels le marketing d'influence aujourd'hui peut répondre, ils sont nombreux, parce que c'est une des rares disciplines qui peut être utilisée pour différents objectifs. Et par rapport à ces objectifs, justement, on va activer des archétypes différents d'influenceurs. La publicité coûte de plus en plus cher, elle n'a pas toujours l'impact escompté parce qu'on est quand même dans un monde un peu d'info-obésité. Elle permet de déterminer et de se positionner sur les conversations clés. Elle répond aussi à ce contenu. On a souvent des clients qui nous disent je crée du contenu, mais je ne suis pas sûre qu'ils atteignent ma cible, je ne suis pas sûre d'être sur la bonne plateforme. Ils répondent aussi à générer un impact sur les KPI et à développer des campagnes performantes. Pourquoi? Parce que quand on engage d'autres voix, et c'est un petit peu la beauté du marketing d'influence, c'est que quelque part, ça permet à d'autres voix de faire du marketing pour vous. Alors ça, c'est une méthodologie que j'ai développée à force de travail et d'apprendre depuis 2008 dans le secteur de l'influence. Donc c'est un petit peu le format idéal pour construire un programme d'influence. Des fois, on peut faire un petit programme pilote pour vraiment prouver que le concept génère des résultats. Et donc, on commence par un benchmark et une veille influenceur. Et cette partie, alors quand on développe un pilote, on peut focaliser sur l'étape 2 et l'étape 3 pour développer un pilote et prouver le concept et prouver que ça marche. Mais en général, quand on l'envisage un petit peu plus à long terme, je conseille vraiment de passer par un benchmark et une veille parce que ça vous permet de développer une approche qui va être centrée sur vos audiences. Savoir de quoi vos audiences parlent, les conversations qui les intéressent, etc. Donc on va prendre ça sur un cas pratique qui est une étude de cas que j'ai fait il y a 3 ans avec un client. Et je l'ai pris en exemple parce que c'était vraiment une expérience contrôlée. La start-up arrivait un petit peu en fin de financement. Ils avaient fait beaucoup de performance marketing, donc ils avaient fait beaucoup de publicité qui n'avait pas vraiment généré l'impact qu'ils souhaitaient. Et donc, du coup, ils ont tout arrêté et ils ont tout misé sur l'influence. Donc, c'est assez intéressant de voir l'impact que l'influence peut avoir quand il n'y a rien autour qui se fait. Donc, c'était dans la FinTech. C'est une plateforme de cashback pour les utilisateurs finaux, c'est-à-dire que chaque fois qu'un utilisateur achète, il a directement sur son compte de l'argent. Et ça utilise l'open banking, qui est quelque chose de très nouveau. Et la cible, donc, c'était les enseignes et les distributeurs. Et donc, on a focalisé sur une approche B2B pour démarrer, parce que l'idée, c'était d'acquérir de nouveaux clients pour la plateforme, déclencher les conversations dans les directions générales et les comités exécutifs autour de la perte de rentabilité, de plus en plus de campagnes de promotion, donc sur les marges qui se perdent, etc. Et de lancer une campagne multicanale puisqu'ils avaient tout arrêté. Donc ça, est-ce que parmi vous, vous utilisez un outil de social listening? Qui utilise un outil de social listening dans la salle? OK. Bon. Ça, ce serait peut-être pas mal de s'y mettre. Pourquoi? Parce que vraiment, ça va vous permettre de voir votre performance en ligne par rapport à vos concurrents dans un écosystème, mais également sur vos conversations et thématiques clés. Donc, en fait, nous, on a identifié 3 thématiques, puisque Upside n'avait pas de stratégie de contenu. Donc, des fois, la réalité, c'est qu'on étend la stratégie de contenu pour inclure les influenceurs. Et des fois avec eux, mais nous, on a vu 3 conversations qu'on est allé vérifier avec la donnée, parce que les anecdotes et l'intuition, c'est super, mais quand on peut informer ça par de la donnée, quand même, on s'en sent beaucoup mieux et ça nous donne plus de confiance dans ce qu'on fait. Donc, on a regardé par rapport à la compétition, de quoi ils parlaient, comment ils communiquaient, qui c'est qui parlait d'eux.
On a également utilisé nos thématiques, qui étaient 3 thématiques principales. La fidélisation client. Et notre client nous a dit mais la fidélisation, personne n'en parle. Oui, parce que ça fait 20 ans qu'on focalise le marketing sur l'acquisition. La réalité, c'est que ça coûte beaucoup plus cher d'acquérir de nouveaux clients que de garder ce qu'on a. Donc, c'est très important. Et ce qu'on lui a dit, c'est oui, mais vous venez perturber cette fidélisation parce qu'on a tous combien de cartes de fidélité dans notre portefeuille. Et il y a un moment, en fait, on ne sait même plus où elles sont, nos cartes. Là, avec ce système, la réalité, c'est que vous avez du cash sur votre compte direct. Donc, pour fidéliser et reconnaître vos clients, c'est quand même intéressant. L'expérience utilisateur, puisque justement, il n'a rien à faire et il se retrouve avec du cash directement sur son compte bancaire ou son compte épargne, qui est quand même intéressant. Donc, on a étudié, voir qui étaient les auteurs de ces conversations, quelles étaient les thématiques associées, vous le voyez là-haut, pour avoir un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe en fait en ligne autour de vos conversations clés. Ensuite, on fait la deuxième partie de la pièce parce que l'outil de social listening va vous donner, alors peut-être ça va changer avec l'IA, on va voir. Aujourd'hui, il ne vous donne pas vraiment accès à ce qui se passe sur les médias sociaux. Vous avez Twitter, sur les outils de social listening, vous avez tous les gros blogs, vous avez la presse, vous avez les sites de revues, mais vous n'avez pas vraiment ce qui se passe sur les médias sociaux, à part Twitter et un petit peu YouTube. Donc là, on passe de l'autre côté et on fait un échantillon d'influenceurs représentatifs par rapport à qui utilise ces mots-clés et parle de ces sujets, pour voir de nouveau comment vos concurrents performent et sur quelle thématique ils parlent, ils engagent, sur quelle plateforme, quel contenu performe, pour vraiment avoir une idée du paysage influenceur. Donc on est venu finalement valider, mais on aurait pu les invalider, nos thématiques clés qu'on envisageait au départ, en ayant commencé ce travail. Donc là, déjà, on commence à avoir un bon aperçu de la conversation en ligne, des plateformes, des contenus qui marchent et qui engagent vos cibles. De là, on fait des ateliers et là, on est vraiment dans la phase où on va faire coller vos influenceurs et vos contenus. Parce que la réalité, c'est que quand on parle d'influence, on est obligé de parler de contenu. Donc, les anglo-saxons parlent de stratégie de confluence, contenu plus influence. Et donc là, on a fait travailler Upside sur brainstormer des idées de contenu, puisqu'ils n'avaient pas de stratégie de contenu qui apporterait de la valeur à leur audience et qui apporterait de la valeur à la compagnie. Et ensuite, avec le benchmark initial qu'on a fait, on a commencé à avoir des archétypes d'influenceurs qui émergeaient. Et donc, on leur a demandé aussi de nourrir, parce que la réalité, c'est leurs employés eux-mêmes suivent des personnes, connaissent des personnes influentes. Et qui sont influentes en ligne, mais parfois aussi qui sont influentes dans des réseaux locaux, régionaux. Donc, on est venu les nourrir. Donc là, je suis arrivée au départ avec 8 archétypes, on les a réduits à 6, avec leur participation. Et quand on fait ces ateliers, on demande d'avoir quelqu'un du service client, quelqu'un de la vente, quelqu'un de la marque s'il y a quelqu'un à la marque, et bien sûr le marketing. RP aussi, bien sûr, si ils font des RP. Donc là, on est venu développer ces archétypes et les finaliser. Et un archétype, en fait, qu'est-ce que c'est? La réalité, c'est qu'un influenceur, c'est un individu. Donc on crée des archétypes qui permettent de dépasser le nombre d'abonnés. On a des tiers d'influenceurs avec des macro-influenceurs, des nano-influenceurs, des micro-influenceurs, des influenceurs célébrités. On peut y aller. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quel angle de conversation ils ont. Qu'est-ce qu'ils apportent? Et l'idée, c'est d'entourer cette conversation. Parce que vous avez des cibles clients qui vont répondre à telle chose ou telle chose par rapport à leurs besoins, par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc là, on travaille les archétypes de comment on peut les approcher, quelles possibilités d'engagement devraient être raisonnées avec eux pour qu'ils veuillent engager avec votre marque et travailler avec vous. Et on commence à définir, OK, comment on va les approcher, avec quelle opportunité on va les approcher, et qu'est-ce qu'on peut attendre de cet archétype, à quel enjeu il va répondre. Donc ça nous permet d'avoir une véritable stratégie d'influence.
De là, on a travaillé le contenu avec eux et on s'est dit on va faire un livre blanc. Et on va faire un livre blanc qui utilise la donnée de la plateforme, qui n'est pas accessible aux clients B2B, mais que par contre la technologie engrange. Et on a agrégé cette donnée pour en tirer des enseignements par secteur et trouver le point de jonction pour la fidélisation. On a fait un roster initial de 40 influenceurs et on en a 12 qui ont accepté de participer parce que la donnée les intéressait à ce livre blanc et certains ont carrément contribué à des paragraphes. Ils n'ont pas été payés, mais la réalité c'est qu'un influenceur, il a besoin d'asseoir son autorité, de générer de la visibilité, d'être au courant de ce qui se fait de nouveau pour être toujours on top of the game dans la conversation et les sujets qu'il aborde. Et donc, ils ont participé, ce qui fait que c'était quand même génial, parce que dans la foulée, le contenu avait une portée. Souvent, votre contenu, quand vous le faites tout seul, des fois, vous vous parlez un petit peu à vous-même. Quand on commence à collaborer avec des influenceurs, on commence à toucher des niches d'audience qu'on ne pourrait pas forcément accéder, on ne pourrait pas forcément y accéder tout seul, mais un programme d'influence le permet. Alors bien sûr, on a travaillé sur des KPI qu'on a décidé de suivre. Alors déjà des KPI qu'on pouvait mesurer et qui impactaient ce qu'eux voulaient, qui était générer des leads. Donc on a l'impact influenceur, c'est-à-dire ce que l'influenceur va générer pour vous et comment ça va impacter vos KPI plus larges du marketing qui existent dans votre fonction marketing. Donc on a focalisé sur ces KPI et bien sûr on a mis un système de suivi en place pour pouvoir véritablement mesurer l'impact des activités. Les résultats à 3 mois, ils sont là. Alors quand vous y pensez, vous vous dites 263 téléchargements, c'est pas énorme. Oui, mais en même temps, les enseignes et les distributeurs, il n'y en a pas non plus 30 000. Donc l'idée du marketing d'influence, c'est pas d'essayer de parler à tout le monde. C'est d'essayer de véritablement parler, d'engager et d'apporter de la valeur à vos audiences cibles. Par contre, ils ont généré 132 leads qui étaient qualifiés au niveau du marketing, dont 48 qui étaient des partenaires et des investisseurs potentiels. Donc pour une start-up, c'était quand même très intéressant. Ils ont gagné de 1 à 5 parts de voix parce qu'avec cet outil de social listening, on peut mesurer la part de voix sur la conversation que la marque va pouvoir s'approprier. On a observé 20% de trafic organique au niveau de Google Analytics qui venait mois par mois, donc qui est assez conséquent et qui venait vraiment de ce contenu. De là, ils ont fait un webinaire où ils ont eu 134 inscriptions, 4 influenceurs qui ont participé au webinaire, 11 retombées presse et ils ont gagné la catégorie à Retail Week, de gros awards en Angleterre, découverte. Donc des résultats assez intéressants. Donc là, on a vraiment travaillé avec l'équipe vente sur la conversion. Et en fait, on a généré un ROI de 18, qui est quand même conséquent. Et c'est intéressant parce que c'était cette expérience contrôlée, sans rien. On a juste mis un petit peu de publicité au niveau du livre blanc pour amplifier la portée du livre blanc. Ils ont investi, le petit bout est parti, 87 000 € entre le livre blanc, les RP, et donc nous, en tant que consultants influence. Ils ont généré, la conversion était de 62%, donc une pipeline de plus de 6 millions par les clients API, donc c'est-à-dire les clients qui vont utiliser la plateforme, la plugger dans leur système à eux de suivi pour qu'ils puissent vraiment mesurer ce qui se passe. Et 40%, c'est l'accès à la plateforme, donc c'est des contrats beaucoup moins chers où en fait le client vient utiliser la plateforme FinTech Upside pour générer des campagnes spécifiques, parce que ça utilise la géolocalisation. Dans Starbucks, par exemple, ils savent que votre portefeuille café du matin avec l'open banking, c'est ça, et la marque, par exemple Café Nero ou Starbucks, ils vont voir qu'ils prennent que 15% de ce portefeuille.
Ben, grâce à la géolocalisation et la plateforme, ben, quand vous êtes à côté d'un Starbucks, ils vont vous proposer des promotions ou un café gratuit pour générer cette fidélisation. Donc on a eu un énorme retour sur investissement et on a eu un tel retour que même l'équipe de vente n'était pas prête à gérer autant de leads qui arrivaient d'un coup parce que c'est une petite structure. Et donc ça, c'était un petit peu le truc qu'ils n'avaient pas anticipé. Mais voilà, et donc ils ont vraiment travaillé les leads et au final, ils arrivaient un peu en parcours de fin de cash de leur investissement et ils ont eu une proposition de rachat par une boîte beaucoup plus grosse en Angleterre qui s'appelle Cheddar. Et donc, nous, on avait déjà commencé à travailler avec eux les prochaines étapes qui étaient de développer ce pilote et d'en faire un programme continu puisque ces relations, si vous les nourrissez, elles continuent. Activer le marketing client, parce que quand vous signez, comme ils l'ont fait Boots, qui est c'est une chaîne pharmaceutique anglaise, dont eux, ils ont aussi des cartes de fidélité et des bases de données énormes. Donc plutôt qu'aller trouver des utilisateurs tout seuls, en activant le marketing de leurs partenaires, donc créer aussi des contenus autour de qu'est-ce que ça apporte à l'utilisateur final, vous et moi, qui récupérons du cash. Et ils voulaient commencer l'influence en B2C pour justement mettre en avant les utilisateurs. Donc les points clés, où j'en suis, ça va. Donc les points clés, c'est vraiment ça. C'est que le marketing d'influence, vous pouvez activer vos employés, mais vos employés tout seuls. Par contre, si vous les mettez en contact avec un influenceur externe, dans la foulée, la voix de votre employé, elle a une autre ampleur. Vos clients, des fois, ils ne veulent pas vous parler. Par contre, si vous les mettez en face d'un expert un peu renommé, ils sont ravis de parler à cet expert et de recommander votre entreprise, ce qu'ils ne feraient peut-être pas tout seul. Donc ça, c'est très important de le penser au niveau stratégique. Ensuite, le secret de l'influence, c'est qu'en fait, au départ, ça va vous demander un petit peu d'argent, mais plus vous allez développer votre programme d'influence, plus il va vous rapporter et plus les coûts vont se réduire. Parce que c'est des relations humaines, ce n'est pas des panneaux d'affichage une fois de plus. Ce n'est pas la publicité qu'il faut s'arrêter quand vous arrêtez la campagne. Et souvent, vous allez retrouver le ROI de votre programme d'influence entre les activations. On l'a vu pendant Covid, L'Oréal, où L'Oréal n'arrivait pas du tout à produire de contenu parce que tout le monde était en crise sanitaire. Les influenceurs L'Oréal, ils ont leur studio chez eux et ils ont continué à produire du contenu pour la marque. Et c'est un petit peu ça la beauté de l'influence, c'est que c'est un cercle vertueux. Et plus votre programme mature, plus vos coûts vont baisser et plus vos revenus vont s'accroître. Alors aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la réalité, c'est que l'intelligence artificielle au niveau des technologies de marketing d'influence, elle est déjà là. Les technologies d'influence utilisent déjà l'intelligence artificielle pour certaines fonctionnalités. Par contre, il va y avoir de grosses avancées au niveau technologique pour, par exemple, la reconnaissance d'images. Talkwalker, qui est un outil de social listening, est bien avancé sur ces sujets-là. Il va y avoir un meilleur jumelage de l'influenceur et la marque. Il va y avoir de l'aide au niveau de l'identification, où à la place de regarder, de chercher vos influenceurs par rapport à certains critères, vous allez peut-être dire je veux les personnes qui s'intéressent à ça dans telle région et qui font telle activité. L'IA va aider à ça. Donc l'IA va continuer d'impacter, mais les plateformes utilisent déjà quand même l'intelligence artificielle. Et bien sûr, la performance. L'influence a eu un problème d'attribution, parce que, comme les médias sociaux, en fait, où c'est très dur, c'est très facile de voir l'impact de l'influence sur les médias sociaux, mais c'est assez compliqué de voir l'impact des médias sociaux sur les KPI de la marque. Après, il y a du côté influenceur où effectivement, l'IA va permettre de créer du contenu, de donner des idées, etc. Et on a vu, il y a quelques années déjà, l'arrivée de ces influenceurs IA qui, jusqu'à présent, performent bien pour certains produits. Les produits technologiques en particulier, ce qui paraît relativement cohérent. Donc,
Oui, c'est quelque chose qui va, les influenceurs utilisant plus l'IA, un petit peu l'arrivée, Frédéric en parlait tout à l'heure, de peut-être ces avatars clients, influenceurs clients virtuels, mais il faut quand même pas oublier que l'influence est vraiment basée sur la relation humaine. Pourquoi l'influence a pris l'essor qu'elle a pris ces 10 dernières années? C'est parce qu'à la base, c'est une relation de confiance. On voit tous les ans avec le Global Edelman Trust Report, que peut-être vous connaissez, qui a un gros rapport sur la confiance des personnes. Les gens ont de moins en moins confiance dans les marques, ils ont de moins en moins confiance, même des fois dans les gouvernements. Par contre, ils ont tendance, parce que le bouche à oreille a toujours existé, a toujours été ce qui avait le plus d'impact sur une décision d'achat. Et en fait, l'influence permet de démocratiser, mais aussi d'utiliser, de supercharger ce bouche à oreille, en fait. Et la réalité, Coco Chanel, j'ai pris elle parce que justement, la BBC parlait de l'influenceur original, parce qu'elle déjà, elle faisait de l'influence. Elle faisait des événements dans son atelier, elle invitait des égéries, des artistes, des penseurs, des philosophes, des mannequins, d'autres créateurs pour faire de l'influence et pour qu'on parle d'elle. Et bien entendu, tout à l'heure, on a parlé beaucoup de l'IA et l'impact de l'IA sur le SEO. Frédéric a parlé des nouvelles choses qui se passent. Et la réalité, c'est que les influenceurs sont un levier. Si pour votre marque, TikTok est intéressant, ben en fait, si vous travaillez avec des influenceurs, vos influenceurs, ils vont aller sur TikTok. Et peut-être ils vont vous permettre de tester cette plateforme indirectement, sans que vous investissiez directement pour y aller. Et donc, l'intelligence artificielle, qui était relativement limitée à la data, à l'utilisation de la data et à l'expérience client, aujourd'hui, depuis ChatGPT, va pénétrer les fonctions du marketing. Et bien sûr, le SEO va être impacté. Vous avez vu, en 2022, Google a rajouté expérience à son HIT, Expertise, Authority and Trust, qui étaient un peu les clés du référencement Google. Et l'expérience, en fait, c'est quoi? Vous avez vu, hein, quand on fait les recherches Google aujourd'hui, on a des posts LinkedIn qui apparaissent, on a des vidéos YouTube qui apparaissent. Et en fait, c'est que l'expérience, ça va être toutes ces chats, toutes ces conversations, les tutos sur YouTube qui commencent à apparaître sur les résultats de Google et qui vont permettre un référencement intéressant. Donc, on a lancé hier un gros rapport sur 101 femmes qui font un travail incroyable à l'intersection du marketing et de l'intelligence artificielle. J'ai retravaillé les catégories du marketing par rapport à l'impact que l'IA va avoir, et donc je vous conseille de visiter ce contenu, parce que grâce à ces femmes, vous allez voir un petit peu, si vous avez, on était un peu perturbés aujourd'hui, on a appris plein de choses, on a été pas mal bousculés, il y a de plus en plus d'incertitudes dans nos métiers. Et justement, là, vous allez trouver des femmes que vous pouvez suivre, qui vont vous permettre d'apprendre, de comprendre, soit par leur campagne, soit par leur contenu. Et voilà, je vous conseille de le visiter et d'y aller. Est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup parlé. C'est bien? C'est bien? Merci. J'avoue que je n'aime pas trop me mettre en avant et parler, mais j'ai essayé de faire un effort. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Alors, on va voir avec l'IA ce qui se passe. Hein. Il commence à y avoir des outils d'influence gratuits. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des outils de social listening. Bon, bien sûr, vous pouvez faire appel à une agence ou des spécialistes pour savoir. J'avais une réponse? Non, pas du tout. Donc voilà, ça coûte un petit peu cher. Par contre, c'est vraiment un bon investissement parce que ça vous permet de voir au niveau des conversations en ligne la performance que vous avez. Vos concurrents, ça vous permet aussi de vous tenir au courant de ce qu'eux font, comment ils communiquent,
quelles thématiques ils abordent et comment ils l'abordent pour vous différencier et de mesurer votre impact en ligne, dans votre performance. Les outils de social listening ont souvent un volet influence. Ils ne vont pas très très loin. Meltwater un petit peu parce qu'ils ont acquéri Clear, qui était un outil d'influence. Mais ils commencent à vous donner un petit peu une idée de votre performance. Mais là, c'est intéressant de travailler avec des consultants comme moi ou des agences pour mesurer cette performance parce que c'est ce qui va vous donner, on parle beaucoup de customer centricity, d'approche tournée vers le client en fait. On est passé d'une approche où la marque, elle diffusait son message sur les canaux sans vraiment de retour sur ce qu'elle faisait. Et c'est quand même hyper important de regarder ce qui se passe parce que ça vous permet à vous de vous positionner. Social listening, c'est avant même un outil d'influence, vraiment je vous conseille parce que vous allez apprendre plein de choses. Et il y a du Reddit, il y a du Quora. Donc c'est des enseignements qui ont beaucoup de valeur. Une autre question? Ouais. Quelle est votre opinion sur la loi des influenceurs qui a été mise en œuvre il y a maintenant 1 an, avec différentes problématiques de mise en œuvre, de répression des fraudes, de compliance avec la DMA, etc. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Surtout quand on pense en B2C, où il y a un petit peu, on se sert des influenceurs, on se sert des gens, on utilise les gens. Oh, et c'est ce que j'aime bien chez le B2B, c'est qu'il y a moins ces questions. Parce que dans la foulée, c'est plus sur une relation à terme. Donc moi, je trouve que c'est très bien, il faut réguler. Parce qu'au final, si vous faites de la publicité et que, en tant qu'influenceur et que vous ne passez pas par les mêmes critères qu'un média, vous devenez une espèce de média et une marque personnelle. Donc je trouve que c'est très bien. Je crois que c'était Nabila qui avait eu une grosse amende parce qu'elle faisait il faut de la responsabilité. La réalité, c'est que cette portée que les médias sociaux et cette voix que les médias sociaux nous permettent, elle vient aussi avec des responsabilités. Et on ne peut pas abuser de la confiance des gens. Et de toute façon, l'influenceur le paiera à terme. Moi, je connais des influenceurs qui ont refusé de travailler avec certaines marques ou leur dit « Ok, mais votre crème, je veux l'utiliser pendant 1 mois. Et si je ne parle pas de votre crème, soyez contents. » La réalité, c'est que c'est là où il faut être intelligent. Ça se travaille, ça se gagne l'influence en fait. Ça ne s'achète pas, ça se gagne. Et ça veut dire un petit investissement au départ. Mais si déjà vous pouvez expérimenter avec 10 à 20% de votre budget, ne serait-ce que pub, et vous essayez d'expérimenter avec quelque chose ailleurs, ben déjà vous allez voir des résultats. Et ça commence par là. Je vous remercie 1000 fois, j'espère que c'était intéressant.